Radio J. Radio J. Radio J. 15h-16h. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravie de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mon invitée, auteure, compositrice, interprète, musicienne, productrice, mais aussi entrepreneur franco-canadienne, reconnue de la scène musicale depuis la fin des années 70, notamment grâce à ses succès Gilberto, Si j'étais un homme, Marie-Jeanne, Claire et Sophie. D'autres titres également comme la légende Jimmy. Diane Tell vient nous voir pour l'annonce de son nouvel album intitulé Polysone, avec un nouveau single, Le mot et la chose, à l'occasion de ses 50 ans de carrière qui l'emmène en tournée l'année prochaine et l'année suivante. L'occasion comme toujours de découvrir notre invité en direct sur Radio J. 15h-16h. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Diane Tell. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui. J'ai pas dit de bêtises. Non, c'est pas évident de résumer tout ça en quelques mots. En quelques mots, c'est vrai, je vous l'accorde. Merci beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui. On va bien évidemment parler de votre actualité, mais l'ADN de cette émission est toujours le même, tenter de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Et on va tenter cette expérience avec le début, toujours le début. Diane Tell, vous êtes née un 24 décembre dans les années 50 à Québec. Vous êtes née pendant le réveillon et je crois que vous n'aimez pas beaucoup les anniversaires, dites-vous. Pas les miens en tout cas. Pourquoi ça ? D'abord, être né un 24 décembre, c'est pas un grand jour pour. Faut toujours que je lève le doigt au milieu du réveillon en disant « Oh, ouais, au fait, c'est mon anniversaire aujourd'hui. » Ah oui, Diane, c'est vrai. Et quand j'étais petite, avec mes parents, la bagarre, c'était « Mais j'ai pas 2 cadeaux, c'est pas normal. » Enfin bon, c'est tout des bêtises, évidemment. Non, mais j'ai jamais été très... Les autres, par contre, j'aime bien... fêter l'anniversaire des autres. Ouais. Avec un papa médecin et une maman américaine professeure et théologienne, quel genre d'enfance vous direz que vous avez eu ? Alors, je suis née à Québec et puis après, mon père a terminé ses études à Paris, à la faculté de médecine. Il est devenu chirurgien. Et de Paris, nous sommes partis en Abitibi-Témiscamingue, qui est une région minière au Québec, entre Montréal et la baie James, la baie d'Hudson. Donc là où les eaux se séparent, c'est-à-dire que il y a des cours d'eau qui montent vers le Grand Nord et d'autres qui vont vers le fleuve Saint-Laurent et les Grands Lacs. Donc c'est quand même un pays assez austère, mais j'adorais. Donc j'ai eu une enfance assez sportive. Dans un pays où il faisait bien froid quand même. Et puis très vite, à l'âge de 6 ans, j'ai fait mon entrée au conservatoire. Donc la musique est entrée dans ma vie très très tôt. Ça fait de vous quel genre de petite fille ? Votre caractère ? Comment étiez-vous ? Je crois que j'étais très gentille. Mais j'étais aussi un peu chef de bande quand même. On venait me voir pour régler les soucis, les problèmes dans la cour de récré, ça je me souviens. J'étais un peu meneuse de revue avant l'heure, si je puis dire. Meneuse de récréation un peu, ouais. Est-ce que vous diriez polissonne ? Oui, mais dans le sens coquin, oui, gentil. Mignon. Ouais. Petite polissonne, qu'on ne te reprenne pas à faire cette bêtise-là, oui. Moi, j'adore cette expression parce que polissonne, c'est une des expressions préférées de ma grand-mère et jusqu'à aujourd'hui, elle utilise cette expression et je la trouve adorable. Donc, c'est avec beaucoup de tendresse que j'apprécie le titre de votre nouvel album. On va en parler dans un instant. Vous l'avez dit, Diane Tell, toute petite, à l'âge de 6 ans, vous entrez au conservatoire de musique pour étudier le violon, puis la guitare classique, avant de terminer vos études musicales en guitare jazz, cela tout en donnant des cours de musique à des jeunes. Et à 17-18 ans, vous chantiez un peu partout avec votre guitare. Quel souvenir vous avez gardé de cela ? C'était dur. En fait, j'ai toujours été assez vaillante. J'ai travaillé pour mon père à l'âge de 12 ans l'été. Donc, les vacances, je connais pas d'ailleurs, toujours pas. Je pars jamais en vacances. Mais quand même, je donnais des cours le soir. J'avais une quinzaine d'élèves peut-être. À mon pic de professeur, et il fallait absolument que je gagne mes propres sous, et puis j'allais à l'école normale, j'allais au lycée, et puis en plus le conservatoire, donc c'était les journées étaient longues, et mais
Aujourd'hui, je sais que c'était une chance que d'avoir pu commencer très jeune à pratiquer d'un instrument et à composer, puisque ce ne sont pas des disciplines qu'on apprend tant que ça sur le tard, en fait. C'est un peu comme le sport de haut niveau, hein, si on commence pas très tôt, on n'y arrive pas. Et donc, quand j'ai fait mon premier album vers l'âge de 17 ans, 18 ans, j'avais déjà écrit une 50aine de chansons. C'est exactement une question que j'ai souvent posée dans cette émission. Est-ce que vous pensez que le talent vient avec le temps, et surtout, est-ce que jouer d'un instrument, ça peut s'apprendre sur le tard? Vous venez d'y répondre, Diane Tell, à votre manière. Vous l'avez dit, à 17 ans, vous commencez à vous faire connaître dans votre pays avec vos premiers albums, notamment Diane Tell, avec cette chanson Les Cinémas Bars que l'on entend en fond sonore. Et puis, Entre nous, avec cette chanson Gilberto, reconnue au gala de La Disque, hommage au musicien brésilien João Gilberto. Cet artiste vous a beaucoup inspiré, vous diriez? Alors oui, mais c'est surtout tous ses amis et toute la famille des auteurs, compositeurs et interprètes brésiliens qui m'ont influencé, parce que lorsqu'on apprend le jazz, en fait, lorsqu'on étudie le jazz, il y a plusieurs écoles. Donc il y a l'école du swing, du Ellington et tout ça, mais il y a aussi l'école de la Nouvelle-Orléans, il y a l'école de New York, de Chicago, et puis il y a l'école sud-américaine. Donc c'est voilà, cette chanson, donc c'est The Girl from Ipanema, donc c'est João Gilberto qui chante. Et en fait, lui, il n'était pas compositeur. Ça, c'est, je crois, ni compositeur ni auteur de cette chanson qui a été écrite. Alors là, j'ai pas spécialement noté le nom, mais en fait, cette chanson a été une des plus célèbres du genre de la bossa nova, ce qui a fait son succès. Et avec, surtout, elle a été un tube mondial des années 60. Avec Astrid Gilberto, son épouse, qui s'est fait un prénom parce que bon, elle était Stan l'épouse. Getz. Ouais, elle s'est fait un prénom. Stan Getz, c'était un tube énorme. D'ailleurs, au Grammy Awards que vous connaissez, qui existait déjà, la chanson a été nommée parmi les chansons qui pouvaient éventuellement gagner le prix. Elle aussi en tant que chanteuse. Et c'est Barbra Streisand qui a gagné cette année-là. Donc bon, un peu dur à battre quand même. Bon, on se comprend pour côté vocal quand même, Astrid qui a une voix toute douce comme ça, je pense que Barbara a mérité son trophée cette année-là. Diane Tell, peut-être que cela va vous inspirer, le fait de vous vouloir composer et inspirer toutes vos chansons. Vous allez notamment enchaîner des performances en première partie de nombreuses célébrités à vos débuts. Quel souvenir vous avez gardé de ces premiers pas, de ces rencontres et de votre émotion? Alors, la plus importante de ces premières parties, parce que j'en ai fait effectivement plusieurs, ça a été une première partie de Chris de Burgh. J'étais au Forum de Montréal, donc c'est là où on joue au hockey. Alors vous imaginez la capacité de la salle, quoi. C'était la jauge peut-être de 20 000 personnes à peu près. Et j'avais à peine 18 ans. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que Chris de Burgh avait en première partie un groupe qui était rock, un peu rock, trop rock à son goût. Et donc, il a demandé au producteur Donkey Donald de changer cette première partie en quelque chose de plus soft. Et j'ai été appelée parce que j'avais tellement d'audace. J'avais demandé à Donald qui venait me voir dans les petits bars où je jouais. Je lui ai dit, Donald, je veux faire la première partie de Billy Joel. Il me dit, ah non, mais là, tu rêves jamais. Et quelques semaines plus tard, il m'a rappelé, il dit, ton rêve va se réaliser. Ce sera pas Billy Joel, mais ça va être Chris de Burgh. Et en chemin vers le centre de la scène où j'allais chanter toute seule avec ma guitare devant des milliers de personnes, je demande au roadie, je lui dis est-ce que les gens savent que c'est moi et pas le groupe? Il dit non. Et il m'a poussée sur scène et j'ai été sifflée pendant en gros presque toute ma prestation. À la fin, ils ont eu un peu pitié de moi, mais c'était des moments très chaleureux parce que la vedette Chris m'a fait venir dans sa loge avant d'aller chanter lui-même. On a ouvert une bouteille de je sais pas quoi et on a trinqué et il m'a félicité
existé. Mais c'était des moments assez intenses quand même, ouais, parce que et je sais pas si vous vous souvenez, mais Barbra Streisand à cette époque-là venait de faire ce film A Star is Born, Oui. hein, une étoile est née, et c'est exactement cette histoire, quoi, où elle se retrouve un peu timide alors que c'est son amoureux qui est la vedette. Et donc j'ai même chanté des chansons extraites de ce film pour m'en Cette chanson sortir. reprise par, enfin, ce film repris par Lady Gaga et Bradley Ouais. Cooper qui est merveilleux. À la petite vingtaine, Diane Tell, vous devenez le phénomène de l'année au Québec et vous vous faites connaître en France avec ce titre devenu un tube depuis. Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine d'un bateau vert et blanc. Un an plus tard, vous êtes la première artiste féminine à connaître un véritable succès populaire en tant qu'auteure, compositrice et interprète. Vous allez décider de vous installer à Paris. Comment vous vivez ce succès, peut-être pas soudain, mais qui arrive quand même à forte dose, si je puis dire? Mais au Canada, c'était mon 3e album, donc quand même ça se passe sur 4 ans à peu près. Ça, et puis surtout c'était énorme, quoi. On jouait partout, c'était complet partout, on gagnait les prix, on était numéro 1 dans les radios et tout. Alors je suis venue pour une année sabbatique puisque je pense que les gens commençaient à en avoir marre de moi. Alors je me suis dit, avant qu'ils se lassent vraiment définitivement, je vais aller faire un tour en France. Et puis la chanson, elle commençait un peu à jouer, puisque la première semaine de promotion en France, c'était le lendemain, littéralement le lendemain de l'élection de Frédéric Mitterrand. Et donc le début des radios libres, où on sortait un petit peu de la AM. Donc il y avait beaucoup de radios communautaires, et puis bon, c'était très cool, quoi. Oui. Et du coup, des personnes comme moi, avec des chansons originales, ont eu la chance d'être diffusées. Et oui, François Mitterrand a libéré la radio. On en parlait d'ailleurs hier dans cette émission. C'est incroyable que vous l'évoquiez. Cette chanson, Si j'étais un homme, a été intronisée depuis au Panthéon des auteurs, compositeurs, interprètes canadiens. Vous êtes dans quelle période de votre vie quand vous écrivez cette chanson? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Qu'est-ce qu'elle dit de vous, Diane Tell? Je dois avoir 19-20 ans, hein, pas plus. J'écris cette chanson pour participer à un concours. Donc le Canada me choisit pour représenter donc mon pays dans un concours qui était assez important à Spa en Belgique. Et ce sont les chansons qui sont en compétition et pas les chanteurs. Et il fallait que cette chanson les chansons présentées soient des chansons inédites. Donc j'ai littéralement écrit cette chanson pour gagner un concours. Et j'habitais à New York à l'époque. Et je me suis dit, bon là tu vas mettre tout ce qui est dans tout ce que tu as appris au conservatoire, à l'école de musique. Donc c'est pour ça qu'elle est un peu complexe musicalement. Tout ce qui n'est pas un tube en fait, hein, parce que souvent les tubes c'est des chansons assez simples. Et puis pour ce qui est du thème, on était en plein Women's Lib aux États-Unis, donc c'était une libération de la femme, une femme qui voulait travailler, qui voulait faire des études approfondies, qui voulait avoir son indépendance. Donc c'était, je pense que le titre m'est venu de cette envie d'indépendance qui m'a suivi toute ma vie. C'est exactement ce que j'allais vous dire. On sent dans la manière de créer votre musique et puis même de continuer à la faire perdurer, parce que vous êtes très très active musicalement de diverses manières. Vous voulez garder cette liberté et vous êtes autonome sur tous vos titres, tous vos albums. Je crois que artiste égale liberté, je veux dire. Pas pour tout le monde. Ouais, mais il faut, en tout cas dans mon petit monde à moi, chacun après fait comme il veut. C'est vrai que pour certains, ce qui est recherché, c'est la notoriété, le succès, tout ça. On m'a souvent posé la question, mais est-ce que vous ne cherchez pas le succès? Est-ce que vous êtes embêté quand même? Pour moi, le succès, c'est de réussir une chanson, de réussir un album, de réussir un spectacle. Après, que ça plaise complètement ou un peu, ou on va pas faire la Marguerite,
Un peu, beaucoup, énormément, pas du tout, mais c'est vrai que pour moi, c'est secondaire. Vous allez alors enchaîner les collaborations et comédies musicales. Vous collaborez pour la première fois avec des auteurs et vous écrivez des chansons avec notamment Françoise Hardy qui signe le texte Faire à nouveau connaissance, succès de l'année 85, suivi de la reprise de votre succès Gilberto réarrangé. Et puis Michel Berger et Luc Plamondon vont vous donner un des rôles principaux, celui de la groupie de la comédie musicale La légende de Jimmy sur la vie de James Dean, dont vous interpréterez le titre phare éponyme, un carton, un de vos plus grands succès. Est-ce que, on va voir qu'après vous allez enchaîner beaucoup de comédies musicales, Diane Tell. Est-ce que toute cette carrière sur scène vous a donné envie de continuer encore à l'être les années durant, et est-ce qu'aujourd'hui, si on vous proposait une comédie musicale, vous diriez oui? Je dirais probablement non, mais j'ai beaucoup aimé. Donc la légende de Jimmy, c'était un rôle qui était qui n'existait pas. Donc c'est pas comme reprendre le rôle de quelqu'un dans une comédie musicale style Chicago ou Starmania. Donc ça c'est intéressant. Puis de travailler avec Jérôme Savary, Plamondon et Michel Berger. Et surtout ce qui était assez exceptionnel, c'est qu'on m'a donné au rôle que je jouais la chanson. La chanson phare. Alors que ouais, c'est pas le chanteur, le leader entre guillemets, c'était pas James Dean, quoi. C'est ça que vous voulez dire. Cette chanson, en tout cas, elle a été offerte à mon rôle et je ne la partageais pas avec d'autres comédiens, donc c'est devenu un tube de ma carrière finalement. Je l'ai un peu récupéré, c'était pas voulu, mais c'était un énorme cadeau de Michel Berger. Il aurait très bien pu la donner à un autre rôle. Il y avait 4 rôles principaux dans cette pièce. Ensuite, Jérôme Savary, qui était le metteur en scène, lui m'a donné un rôle exceptionnel puisqu'il m'a donné celui de Marilyn Montreuil juste l'année suivante et celui de compositeur de la comédie musicale. Ensuite, j'en ai fait une autre qui était je me voyais déjà beaucoup plus tard, mais ça s'est arrêté là et j'ai adoré le fait de travailler en troupe, en équipe et de travailler pour défendre un spectacle commun. Ça m'a beaucoup plu. Est-ce qu'il y a eu aussi un spectacle Ne me quitte pas, hommage à Jacques Brel, mais juste au Québec? Alors oui, ça c'est autre chose. Là, on était 10 chanteurs, on chantait chacun 2 chansons. Ça a commencé avec un très très bon pianiste et on a terminé avec l'Orchestre Symphonique de Montréal. Mais là, c'était pas une comédie, c'était vraiment un récital. Ouais. En parallèle, vous retournerez à votre musique avec de nouvelles collaborations comme Robbie McIntosh ou encore ex pour la parenthèse guitariste des Pretenders et de Paul McCartney. Diane Tell, au total, c'est 15 albums dans lesquels vous rendez hommage au jazz, à Brel, hors duo, compilation, best-of et bien sûr toutes vos chansons. Quelle voix, Diane Tell, je me permets de vous le dire, elle coule comme de l'eau, c'est magnifique. Et je voulais quand même qu'on écoute un peu mon must à moi, très personnel. On a beau. On a beau l'aimer. On va écouter un petit peu. En devenir fou. Lui laisser l'avantage. Repasser 1000 fois l'éponge sur ses mensonges. On a beau enfuir un présent, se permettre un enfant. Cette chanson, On a beau, issue de votre 4e album intitulé Chimère. En général, quand je choisis un titre Diane Tell ou une phrase, c'est qu'il y a une signification particulière. Alors je ne sais pas forcément, peut-être que je me trompe totalement, mais je me demande si il n'y a pas quelque chose de spécial dans cette chanson. C'est vous qui devez me le dire, puisque une fois que cette chanson est dans votre cœur, c'est vous qui la possédez et y trouvez sa signification. Alors j'ai une réponse. Pour moi, la mélodie est totalement envoûtante et c'est un style de mélodie avec lequel j'ai grandi très personnellement. Ce qui fait que je me sens très emportée et que forcément mon cœur chavire avec cette chanson-là. Je suis très contente. Alors. Est-ce que vous diriez, Diane Tell, que votre musique est inspirée d'une part de vous, d'une forme de délicatesse, d'un temps calme que j'ai l'impression que vous allez souvent chercher dans le ciel ou en mer, à la rencontre aussi de la vérité des gens, dans vos voyages peut-être humanitaires aussi, dans vos rencontres de vie?
Vous qui êtes assez active, j'ai l'impression, globe-trotteuse, ne serait-ce que dans vos lieux d'habitation qui n'ont pas toujours été les mêmes. Oui, alors j'ai vécu effectivement sur 2 continents, dans 3 pays, dans des villes différentes. Je voyage pas beaucoup pour les vacances. Je voyage avec un but. Donc, par exemple, vous faites allusion aux missions humanitaires. Dans les années 90, je suis devenue pilote d'aviation, de petits coucous. Et au départ, c'est des copains que je voyais souvent à l'aéroport, parce que pour mon travail, évidemment, je voyageais beaucoup. Ils me disent, mais pourquoi t'apprends pas à piloter? Apprendre à piloter pour aller déjeuner à Auch, c'est pas la peine, quoi. J'habitais Biarritz. Ils disent non, mais si t'apprends à piloter et on t'emmène faire des missions en Afrique, ah oui, là, ça m'intéresse. Et donc, je sais plus à quel moment ils m'ont dit ça, mais ça devait être au printemps quelque part. Donc, en mai, je commence ma formation et en octobre, j'étais en Afrique avec mon brevet. Et effectivement, pendant 4 ans, j'ai fait des missions en Afrique. Et oui, en fait, je suis quelqu'un d'assez solitaire. Donc, je trouve peut-être un équilibre entre cette vie très relativement mondaine que celle d'un artiste qui forcément est dans le monde avec le public et tout. Et le reste du temps, moi, je vis là, par exemple, depuis 11 ans, je vis à la montagne, dans un petit village de 200 âmes. Donc, il y a les cloches, des vaches. Les cloches font plus de bruit que les passants. Et ça m'inspire beaucoup. La nature m'amène beaucoup de calme. Je pense que j'ai une vie relativement équilibrée malgré tout. Diane Tell, aujourd'hui et pour vos 50 ans de carrière, vous sortez un nouvel album, Polisson, dans les prochains mois. D'abord, il y a ce single que l'on va écouter, Le mot et la chose. Et pourquoi ce titre d'album? Pour faire référence à ce qu'on disait tout à l'heure. Bon, ça va très bien avec le sujet puisque ce sont des musiques originales. Écrites, composées sur des textes de la littérature française, depuis Ronsard jusqu'à Gris-Paris, en passant par Voltaire, Jean de La Fontaine et autres. Et Voltaire, le texte que j'ai choisi s'appelle Polissonnerie. Ce single-là, Le mot et la chose, que vous avez composé avec Pablo Pico, qui est musicien, multi-instrumentiste et compositeur de musique de films d'animation. Et vous avez choisi cette chanson qui a quand même une histoire, parce que les mots sont de l'abbé Charles de Lattaignant. Et ça se raconte. Alors, oui. Alors, déjà, un abbé qui fait des chansons un peu coquines, bon. Alors, je pense que au XVIIe siècle, c'était pas toujours volontaire. On devenait abbé parce que dans la famille, il en fallait un, et puis voilà, ça va être toi. Peut-être qu'il choisissait le fils le plus âgé. Moi, j'ai une famille au Québec, donc les Fortins, ils étaient 13, et nous avions un abbé dans la famille. Donc, il n'a pas écrit de chansons coquines, mais mon père, oui, par contre, il en a écrit quelques-unes. Et donc, l'abbé, le soir, je crois, il avait une autre vie, un peu plus. Alors, paraît-il qu'il a écrit des couplets de J'ai du bon tabac dans ma tabatière. Oui, c'est ce que j'ai cru lire. Comment vous êtes tombé sur ce texte et pourquoi vous y êtes intéressé? Alors, depuis très longtemps, j'adore la littérature et je collectionne les textes un peu libertins. En particulier la poésie, qui est un genre en soi. Et donc, j'en fais la collection et je me suis toujours dit que ces textes étaient des textes parfaitement adaptés pour en faire des chansons d'amour, avec un petit grain de sel en plus. On continue à parler avec vous. Vous restez avec nous sur Radio J dans cette émission avec Diane Tell pour l'annonce de son nouvel album Polisson, avec un nouveau single que nous sommes en train d'écouter, Le mot et la chose, à l'occasion de ses 50 ans de carrière qu'il emmène en tournée. Dans un instant, on revient, mais tout de suite, le rappel des titres sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. Sur Radio J, bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Nina Alouche. Bonjour Nina. Bonjour Cyrielle, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité, l'armée israélienne mène des frappes de drones dans le sud du Liban. Un peu plus tôt dans la journée, elle avait appelé la population à évacuer plusieurs zones de 2 villages, annonçant son intention de les frapper sous peu. Selon Tsahal, des installations militaires du Hezbollah y sont cachées.
Aucun accord de sécurité entre Israël et la Syrie n'est prévu dans un avenir proche. Le principal obstacle est que la Syrie demande qu'Israël retire ses forces des zones qu'il a occupées après la chute du régime de Bachar al-Assad. Jérusalem refuse de céder sur ce point. Dans le même temps, Benjamin Netanyahou s'est rendu en Syrie pour remercier les troupes de Tsahal qui y servent. La Haute Cour ordonne au gouvernement d'établir des sanctions contre les réfractaires au service militaire à Redi dans un délai de 45 jours. Le tribunal ordonne au gouvernement de créer des sanctions civiles et économiques. Il demande également la suppression de tous les avantages qui leur sont accordés, notamment les allocations mensuelles et autres bourses financières. Le chef de l'opposition Yair Lapid se félicite de cette décision. Guerre en Ukraine, au moins 25 personnes ont été tuées cette nuit dans des bombardements russes dans l'ouest du pays. Des habitants pourraient encore être coincés sous les décombres. Des enfants figurent parmi les blessés. Selon les autorités, 19 drones russes ont visé la région. Parallèlement, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé en Turquie. Il doit rencontrer le président Recep Tayyip Erdogan pour discuter d'éventuelles avancées vers la paix. Enfin, en France, la peine d'un adolescent condamné pour le viol collectif antisémite d'une fillette de juive de 12 ans a été réduite. Le garçon âgé de 13 ans au moment des faits a vu sa peine réduite de 9 à 7 ans par la cour d'appel de Versailles. 2 autres personnes ont été reconnues coupables dans cette affaire de viol. Un autre adolescent de 13 ans condamné à 7 ans de prison lors du premier procès est l'ex-petite amie de la victime âgée de 12 ans à l'époque et qui, en raison de son âge, n'a pas pu être incarcérée. Et merci beaucoup Nina Louche, on vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et c'est la suite de notre émission avec Diane Tell et mes chroniqueurs sur Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour, c'est Marc Ezrati. Je vous retrouve tout à l'heure avec le Club Imo à 16h05 sur Radio J. Des invités exceptionnels, des analyses éclairées, un tour du monde de l'actualité. C'est cet après-midi, 16h05 et c'est uniquement sur Radio J. Radio J. La journée est belle. Vous écoutez Radio J. Mon bébé, חזרנו לטעות הזאת עוד פעם את לעולם לא תשתני את זה הבנתי בגלל זה עזבתי maintenant c'est fini entre toi et moi. Vous écoutez Radio J. Ça, c'est uniquement sur Radio J. תגידי לו פוקטיבית, אגרסיבית, take it or leave it, ומי שלא מתאים לה אז תגידי לו רדיו J. מה פספסת? אל תשאל כי אני כבר לא יודעת איך עושים אהבה היום. אל תשאל אם אני מתגעגעת, אל תבוא לי גם בחלום. את מי אתה חושב שאתה מפחיד, ואם אתה לא מתכוון להרים לי תוריד את התמונות מהפיד, ואם יש לך מה להגיד כפרה תגיד, שירה לך ככה שאני בטוב ושאין לך בלילה את מי לאהוב, אתה יודע שאין לך סיכוי מול הפה שלי מאמי כי אני חתולת רחוב. רדיו J. Vous écoutez Radio J. Radio J. ביי 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 עיניים רק עליי לי 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 עושה לכם פה וואי 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 מחורתי ננאי 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 נאי נאי נאי. Montez le son. Vous écoutez Radio J. رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شعل ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي. Radio J. Radio J. 15h, 16h. Cyrielle Sarah Cohen. De
retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui, Diane Tell, pour l'annonce de son nouvel album Polysone avec ce nouveau single Le mot et la chose à l'occasion de ses 50 ans de carrière qui l'emmène en tournée l'année prochaine et l'année suivante. Donc à partir de septembre 2026, pour être précise, Diane Tell, vous serez en tournée au Québec, à Ontario, au Nouveau-Brunswick, et avec une trentaine de concerts déjà confirmés. Qu'est-ce qu'il en est en France? Je veux que vous veniez chez nous. Alors, on est rendu à une quarantaine parce que au moment où on a annoncé, évidemment, il y a beaucoup de gens qui se sont réveillés. Alors, il y a donc cette tournée qui commence en fin septembre, donc octobre, et ensuite on retourne au Canada au mois d'avril pour la deuxième partie de cette tournée, et on espère donc à partir de l'été 27, donc être en France, en Suisse, en Belgique, et si possible ailleurs dans le monde, jusqu'à mi-28, parce que l'anniversaire, c'est novembre 2027. C'est ça. Voilà, donc on commence un peu à fêter avant parce qu'on a invité beaucoup de monde à notre soirée d'anniversaire. Alors on va être là pendant presque 2 ans en tournée. Vous avez hâte de retrouver votre public, Diane Tell? Oui, alors on les quitte jamais complètement, mais là, j'avoue que c'est un spectacle qui va être conçu, quoi. C'est-à-dire qu'on va jouer le même spectacle avec les mêmes musiciens. On va essayer d'être à la fois dans la modernité et puis aussi de revisiter un peu ces chansons que vous aimez tant. Peut-être qu'il y aura un abo dans le spectacle. De ces 15, j'aimerais bien. Issu de ces 15 albums, 50 ans de carrière, j'ai envie de vous poser une question en rapport avec ce mot. Vous n'avez pas dit votre dernier mot, Diane Tell. Non, mais on sent quand même que c'est mon dernier Vendée Globe là. C'est ce que j'allais vous demander parce que j'ai cru lire que ce serait peut-être le dernier spectacle. Pas le dernier spectacle, mais la dernière. Vous vous rendez compte, faire 40 spectacles en 2 mois, c'est énorme. Ouais. Il faut être très 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 en forme, et je le suis. Mais disons que c'est un rythme. Il n'y a pas beaucoup d'artistes qui font autant de spectacles en si peu de temps. Donc après, on fera des choses, mais ce sera des morceaux choisis par-ci par-là. Pour reprendre la métaphore du Vendée Globe, disons qu'après, on fera des petites balades sur la Méditerranée, quoi. des petits voyages de 2-3 jours. Mais pas des grandes tournées comme ça. C'est ce que vous êtes en train de nous dire, Diane Tell. Tout de suite, on va parler cinéma sur Radio J. Radio J. Bonjour Johanna Sultan. Bonjour Cyrielle, bonjour Diane Tell. Alors au programme cette semaine, 3 personnages très charismatiques. Jean Valjean, Éléanore de Great et Isabelle de Merteuil. Alors, on commence fort justement avec un monument, Jean Valjean, que j'attendais très fortement, vous le savez. Et oui, Éric Bénard s'attaque ici à l'un des personnages les plus emblématiques de la littérature française, Jean Valjean. Et il ne va pas chercher à refaire Les Misérables, mais il va choisir au contraire de concentrer son film sur une seule nuit, celle où tout va basculer. Alors on est en 1815. Après 19 ans de bagne, Jean Valjean sort libre, mais brisé. Les humiliations, les coups, l'injustice, tout cela a fait de lui un homme dur, méfiant, pratiquement sauvage. Rejeté de partout, il finit par être accueilli chez un prêtre, Monseigneur Bienvenu, qui vit simplement avec sa sœur et leur servante. Une porte s'ouvre, un repas est offert, un lit est tendu. Et cette humanité inattendue fissure tout ce que Valjean croyait être devenu. Dans cette nuit suspendue, il doit choisir, céder à la haine ou accepter la main qu'on lui tend. Pas toi ici! Assassin! J'ai passé 19 ans au bagne. Je m'appelle Jean Valjean. Madame Magloire, vous mettrez un couvert de plus. Avez-vous entendu? Je suis un forçat. 5 ans pour vol avec effraction. Au travail! 14 pour avoir tenté de s'échapper 4 fois. Le feu vous réchauffera. Vous êtes qui? Un prêtre. Vous vous rendez compte que nous ne savons rien de lui? Moi je dis qu'il faut prévenir les gendarmes. Monsieur est notre invité. Les pauvres sont pas heureux.
Voilà, ce qui est fascinant dans le film, c'est le parti pris de sobriété. Besnard épure tout, pas de grandes fresques, pas d'effets. Avec ses visages, ses silences et seulement la lueur des bougies, on est complètement plongé dans le combat intérieur du personnage. À l'inverse, les scènes du bagne, tournées dans la carrière Sarragan des Baux-de-Provence, sont d'une dureté saisissante. La pierre blanche, les silhouettes rouges, la violence brute, on est loin d'une vision romancée. Et puis côté casting, il y a Grégory Gadebois, absolument magistral. Il donne à Valjean une douleur physique, une violence rentrée, un mélange d'humanité et de noirceur qui bouleverse. Et en face de lui, Bernard Campan impressionne dans un rôle plus en douceur. Tout à fait, Bernard Campan impressionne avec un rôle presque spirituel. Et puis Isabelle Carré et Alexandra Lamy complètent ce quatuor avec une vraie justesse. Bref, c'est un film sobre, puissant, profondément humain qui respecte Victor Hugo tout en trouvant sa propre musicalité. Une œuvre sur la bonté, le pardon et la possibilité fragile mais réelle d'une renaissance. On reste à Cannes mais dans un registre tout à fait différent. Il s'agit du premier film de Scarlett Johansson derrière la caméra. Oui, et ce premier film, c'est Eleanor the Great, en effet sélectionné à Cannes dans la section Un certain regard. Alors c'est l'histoire d'Eleanor, 94 ans, dévastée par la mort de sa meilleure amie et colocataire. Elle quitte alors la Floride et va s'installer à New York chez sa fille et son petit-fils. Et comme elle s'ennuie terriblement, eh bien sa fille lui propose d'aller au centre communautaire du quartier. Là, à cause d'un simple malentendu, elle se retrouve dans un groupe de survivants de la Shoah. Et n'osant pas dire qu'elle n'a pas sa place, elle raconte la vie de sa meilleure amie tout juste décédée, comme si c'était la sienne. De cette erreur va naître une connexion très forte avec Nina, une jeune étudiante marquée également par une récente disparition, celle de sa mère. On écoute un extrait. J'ai 94 ans et je m'installe à Manhattan pour la première fois aujourd'hui. J'habite à Staten Island. Toutes mes condoléances. Qu'est-ce que je vais faire, moi, ici, toute la journée? Je t'ai inscrite à l'atelier de chant au centre culturel. On a habité toutes les deux pendant 11 années. Et quelquefois, quand on vit avec quelqu'un aussi longtemps, nos deux vies finissent par se confondre. Voilà, le film touche par son humour tout en délicatesse, né de petits mensonges d'Eleanor et de ses situations à la fois absurdes et profondément humaines. Mais surtout, le film raconte la rencontre de deux femmes blessées par la perte et comment ce lien improbable leur permet de garder vivantes les histoires et les êtres qu'elles ont perdus. Alors côté distribution, June Squibb, 96 ans, formidable, et Erin Kellyman qui forment un duo bouleversant. Alors pour un premier film, pour moi, Scarlett Johansson signe une œuvre chaleureuse et humaine et qui nous emmène du rire aux larmes en toute simplicité. Écoutez, c'est trop joli, ça donne très envie. Mais donc du coup, Scarlett, on ne la voit pas du tout à l'écran. Pas du tout. Juste derrière la caméra. On enchaîne avec la série dont tout le monde parle en ce moment, Merteuil. Oui, Merteuil, c'est la nouvelle série événement de HBO Max dont le premier épisode a été diffusé vendredi dernier. Déjà, il est porté par un casting remarquable. On retrouve Anna Maria Bartolomei dans le rôle d'Isabelle, épaulée par Diane Kruger, Madame de Rosemonde, Vincent Lacoste, le vicomte de Valmont et Lucas Bravo qui joue le comte de Gercourt. Alors on plonge dans la jeunesse d'Isabelle de Merteuil, mais bien avant les liaisons dangereuses. Ce qui frappe d'abord, c'est la mise en scène de Jessica Palud. Elle garde le XVIIIe siècle dans toute sa splendeur, c'est-à-dire les codes, les costumes, les salons feutrés, mais elle n'en fait pas une reconstitution figée. Au contraire, elle y glisse des enjeux très actuels, l'émancipation féminine, la liberté de choisir sa propre vie et ce rapport au corps très présent, très moderne. Et surtout, elle donne une vraie relecture du personnage. Pour elle, Isabelle de Merteuil, c'est le MeToo du XVIIIe siècle. Une jeune femme élevée pour se taire, pour se plier aux règles, mais qui refuse, qui observe, qui apprend, qui retourne les codes contre ceux qui les imposent. Résultat, une série d'époque, oui, mais avec une énergie totalement contemporaine, portée par un personnage féminin qui n'est plus seulement une manipulatrice brillante, mais aussi une femme qui se construit, qui s'émancipe et qui entend bien reprendre le pouvoir. Alors Johanna, forcément, votre ADN, c'est le fil rouge entre les trois récits que vous nous proposez. Bien oui, Cyrielle, ce qui relie ces trois récits, c'est une idée simple, l'idée qu'on peut toujours se relever. Et comme le dit le Rav Yosef Pinto, un homme ne se définit pas par ses erreurs, mais par la manière dont il choisit de les réparer. Merci beaucoup, Johanna Sultan. On se dit à la semaine prochaine pour d'autres propositions, évidemment, cinéma. Est-ce qu'il y a un film en particulier qui vous a donné envie, Diane Tell ? Vous en avez tellement bien parlé que je pense que je vais voir la série et les deux films, sans aucun doute. Merci beaucoup, Johanna Sultan. Allez, tout de suite, c'est le billet du jour avec Iman Sand. Le billet du jour. Bonjour, Ivan. Bonjour, Cyrielle. Bonjour, Diane Tell. Alors, je suis ravi que vous soyez dans l'émission car vous faites partie de ces artistes à qui je souhaite dire
Merci. Je vais vous expliquer pourquoi. Très jeune, vous connaissez un grand succès, on l'a déjà dit dans l'émission, avec la chanson « Si j'étais un homme », un hymne féministe où vous montrez qu'il est absurde qu'une femme ne puisse pas, au même titre qu'un homme, couvrir son compagnon de cadeaux, voire même l'entretenir. Et donc, grâce à vous et d'autres artistes, il existe aujourd'hui des couples comme le mien, où c'est la femme qui ramène la thune à la maison. Et ce qui est magnifique, c'est que le mec du couple n'est pas un profiteur, c'est un progressiste. Limite un homme engagé, quelqu'un qui a des valeurs, c'est quand même génial. Alors, moi, je suis en couple depuis 15 ans, et la dernière fois, un de mes amis me demandait, alors finalement, au bout de 15 ans, qu'est-ce que tu as de plus précieux dans ton couple ? Bon. Question typique de célibataire. À mon avis, jamais quelqu'un qui est en couple va se demander ça. Un mec qui est en couple, il a pas le temps de penser à ce genre de truc. Ça fait 3 semaines qu'il essaie de comprendre pourquoi sa femme lui fait la gueule. Mais peu importe, j'ai quand même réfléchi à la question et j'ai trouvé ce que j'ai de plus précieux dans mon couple. Je vous le livre. C'est notre compte commun à la banque, très 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 précieux. En ce qui me concerne, je dirais que c'est vraiment le ciment de notre relation aujourd'hui. Alors évidemment, c'est pas du tout sa vision à elle. Quand on crée un compte commun dans un couple, il y a 2 approches. Il y a le pauvre du couple qui se dit « Mais yes, je viens de me faire racheter par Google là, je suis tranquille sur les 40 prochaines années. » Et le riche du couple, moi je la voyais, ma copine, en dépression, qui est là genre « Mais pourquoi j'ai investi dans cette entreprise toxique qui va m'entraîner dans sa chute, c'est sûr. » Alors, je livre un petit conseil à tous les pauvres du couple parmi nos auditeurs. Si votre moitié ne veut pas créer de compte commun, je pense qu'il ne faut pas parler d'argent. Il faut tout de suite dévier sur le thème de l'engagement. Vous le dites, mais pourquoi tu veux pas ? T'es pas bien avec moi, c'est pas sérieux, qu'est-ce qui se passe ? Parce que jamais le riche, il osera dire ce qu'il pense vraiment au fond de lui. Du style, écoute, je t'aime, mais tu vois déjà, au collège, quand fallait faire des exposés en groupe, moi j'aimais pas me mettre avec des nuls. La banque, j'ai toujours eu des bonnes notes. J'ai pas envie que tu me gâches ma moyenne, c'est tout, quoi. Ah là là. Quand on a créé notre compte commun avec ma copine, je me suis rendu compte d'une autre différence entre nous. On n'a pas du tout la même vision du découvert autorisé. Vous voyez, elle s'est arrêtée au mot découvert. Moi, je suis vachement plus sur autorisé. En fait, premier mois, on a notre compte commun, on dépense, on s'approche de zéro. Et là, elle a fait quelque chose de très bizarre selon moi. Elle a arrêté de dépenser de l'argent. Je disais genre, mais chérie, je sais pas si t'es au courant, mais après le zéro, il y a tout un monde qui s'offre à toi. T'étais nul en maths. Moi, j'ai passé toute ma vie entre le 0 et le moins 1000, le plafond du découvert autorisé. C'est ma zone, je me sens bien. Et après toutes ces années, j'ai l'impression... Zone de confort. Zone de confort. Entre 0 et moins 1000, c'est chez moi. Et après toutes ces années, j'ai l'impression que cet argent m'appartient vraiment. Je vous donne un petit exemple. En ce moment, je suis à moins 800 sur mon compte. Je le vis très bien. Compte perso, hein. Sur le compte commun, j'ai pas le droit, bien sûr, compte perso. Je suis à moins 800, et bien vous voyez, si je meurs là, tout de suite devant vous, bon déjà vous serez un peu triste, mais passons là-dessus, restons pudiques. Si je meurs tout de suite, le premier truc auquel je vais penser en montant au ciel, je vais me dire, waouh. Je les ai eu pour 800 balles. Non, je vais me dire, la banque, ils me doivent 200 € là. Oui. C'est 1000 le plafond. Rendez l'argent, c'est l'héritage de mes enfants, ça en fait. Bref, chère Diane, merci beaucoup. Car moi, si j'étais un homme de la génération précédente, je sais vraiment pas comment j'aurais fait pour m'en sortir. Merci Bravo, beaucoup, Yvan. Très très belle chronique. Pour cette chronique. Merci beaucoup. Allez, on poursuit cette émission tout de suite, évidemment, avec un regard sur vous. Chère Diane Tell, c'est votre portrait sur Radio J. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Bonjour Véronique Zana, c'est le débrief avec vous, on vous écoute. Bonjour Cyrielle et bonjour Diane. Et je me disais que effectivement le nom de cet album, Polissonne, pouvait aussi s'entendre comme polisson et plusieurs sons. Et vous êtes quelqu'un de l'ordre du multiple. On l'a entendu, et quelque chose du contraste. Amené par la nature, amené par ces changements de continent, amené par un côté très rigoureux du travail et de la création. Donc finalement, polisson, ça pouvait commencer à dire quelque chose. Alors on entend dans tout ce que vous nous avez raconté cette bête de travail. D'ailleurs ce terme d'être vaillant n'est pas n'importe quel terme pour dire que vous ne lâchez jamais ce que vous avez tenté de mettre en place et que vous vous nourrissez de neuf
vous explorez des choses, vous avez eu cette chance incroyable de vivre cette comédie musicale, d'en écrire, mais vous n'avez pas envie d'y retourner, ça c'est fait, passons à autre chose, il y a encore plein de choses à explorer. Donc, vous ne vous arrêtez jamais. Ce qui vient encore vous animer, c'est toujours ce côté complexe. Vous cédez pas à la facilité. Alors bien sûr, vous dites que dans votre portefeuille, vous avez appris beaucoup de choses et que vous avez envie de mettre ça au service des mélodies que vous écrivez. Mais je crois qu'il y a quand même quelque chose chez vous qui aime le deuxième sens. D'ailleurs, tous ces textes libertins ou tous ces textes français que vous collectionnez ne se prennent pas au pied de la lettre. Il faut tendre l'oreille pour voir ce que ça invite et ça vient bien traduire votre côté extrêmement varié et riche et qui ne se contente pas de la facilité. Donc ça, on l'a bien entendu. Alors, cette chanson qui avait été choisie, On a beau, d'un album Chimère, je la trouve aussi intéressante parce que c'est 3 points de suspension. Ça ouvre sur le moment de la femme où on est passé un peu à autre chose, où on a quitté le prince charmant, mais on se dit quand même, on aurait pu y aller. Il y a à la fois ce regret et cette page qui se tourne. Et ces points de suspension font aussi partie de votre portefeuille de créativité qui fait que c'est pas du définitif. Même si vous êtes une terre de contraste, il y a chez vous encore de la manière dans un autre deux de reprendre les choses et de les mettre à disposition. Alors, vous dites aussi, je suis quelqu'un d'assez solitaire, mais finalement, ça s'équilibre bien entre les moments de scène, de spectacle, et puis ces moments où je reviens à moi. Et je trouve que là aussi, et mesdames, entendez-le, c'est aussi une façon de pouvoir s'inviter à ne pas être dans la terreur de la solitude. Parce qu'une solitude, c'est pas du vide, ça peut être complètement habité. Donc nous revoilà encore avec un très beau message de votre part. Alors, les contrastes, oui. Et j'avais peut-être envie de me dire peut-être un peu d'oxymore. Vous savez, comme cette fameuse nuit blanche qui viendrait mettre le recto verso, qui fait que quelque chose n'est jamais fini et peut comporter à la fois ceci et cela. Donc il y a quelque chose que vous nous délivrez, vous nous transmettez, comme quoi c'est encore possible. Alors le sel, ça c'est important, parce qu'une vie qui n'est pas relevée, on s'y ennuie. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire de vous dans tout ce qu'on a entendu? Parce que finalement, il faut aller creuser un petit peu dans vos chansons, tendre l'oreille et peut-être faire un aller-retour entre le moment où nous les avons entendues, vos chansons, et maintenant. Et qu'est-ce qu'on y retrouve? Est-ce que c'est la nostalgie ou est-ce que c'est complètement neuf parce que ça colle complètement à l'époque? Et là non plus, vous ne nous lâchez pas. Alors, qu'est-ce qu'on a appris de vous aujourd'hui sur Radio J? On a appris que les contrastes produisent de superbes morceaux de créativité, que la liberté, ça s'anime. C'est-à-dire qu'on la récupère pas comme ça. Vous l'avez animée, votre liberté. Vous avez été chercher les textes et vous avez même dit « Mais moi, c'est pas l'argent et la notoriété qui m'intéressent. C'est que le résultat soit quelque chose de bien fini. C'est ça qui compte. » Vous nous avez dit aussi qu'il y a de la place pour pouvoir articuler cette solitude et cette foultitude. Et je trouve que l'articulation, c'est aussi ce que vous allez faire. C'est faire du lien entre deux extrêmes. Donc là aussi, vous nous emmenez avec vous et puis ces sources d'inspiration. Innover sans cesse, ça c'est votre truc. Et ces textes libertins à lecture multiple, ça nous donne le sel et le sel de la vie. Et ça aussi, c'est peut-être une façon d'entendre le côté des libertins qui ne seraient pas à prendre au premier degré. Et que ces mots et les vents nous emportent à un rythme endiablé. Et je crois qu'on va vous suivre. Et je suis pas vraiment sûre que ce soit votre dernière tournée des vents. Mais on verra. Merci et bravo, parce que je me reconnais... je suis très flattée évidemment de tout ce que vous avez dit, mais je reconnais beaucoup de choses très, très perspicaces. Vous avez très bien écouté et vous avez un don, c'est clair. Merci beaucoup. Merci Véronique Zana, notre psychanalyste que l'on retrouve tous les mardis et tous les mercredis sur Radio J. À la semaine prochaine. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. Dans les ciné
C'est la fin de cette émission avec vous, Diane Tell. Vous êtes venu nous voir pour l'annonce de votre nouvel album Polisson avec un nouveau single, Le mot et la chose, qu'on écoutera dans un instant à l'occasion de vos 50 ans de carrière qui vous emmènent en tournée 2026-2027. On ne peut que vous souhaiter tout le meilleur encore pour la suite. Un mot de la fin qui vous revient, vous dites ce que vous voulez. Eh bien, merci pour ce moment très très agréable. J'espère que vos auditeurs ont aussi apprécié. Et vraiment, rendez-vous sur scène. Ce sera certainement quelque part près de chez vous. Et puis, je suis un peu sur un nuage. Là, je repars un peu sur un petit nuage. Vous avez sublimé ma journée. Merci beaucoup. Merci à vous, Diane Tell. À la réalisation audio et vidéo, Benjamin Arnaud et Tana Noukaïef. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne bien sûr rendez-vous demain dès 15h avec mon nouvel invité, Tanguy Pastureau. Dans un instant, la suite de votre journée avec le Club Imo présenté par Marc Ezrati. Et dans un instant, ce sera le journal. Belle écoute sur Radio J.